Il y a quelques jours, je marchais en forêt et puis je me suis dit qu'après un peu plus de 2 ans et demi à vous écrire des textes mois après mois, semaine après semaine au Dolmen, ce serait une bonne et courageuse idée de vous proposer de me poser vos questions et d'y répondre, comme l'on discuterait accoudé face à un coucher de soleil. Et c'est exactement ce qu'est cet épisode. Vous me verrez monologuer pendant 1 heure sur fond de cigale, parler de philosophie de vie, de la mission impossible de l'artiste, de la lente et intrigante agonie qui nous sert d'époque, du courage et de plein d'autres petits tourbillons obsessionnels qui occupent mon crâne, malgré moi. Et j'espère que ça vous plaira. Bienvenue au Dolmen. Alors, on va peut-être commencer par là. J'aimerais savoir quelle est votre philosophie de vie, du moins celle qui s'adapte le mieux à vous. Et avez-vous, bon ça on va laisser pour l'instant, mais donc j'aimerais savoir quelle est votre philosophie de vie. Je me rattache à aucun. J'ai toujours trouvé ça d'ailleurs un peu étrange de se rattacher à une philosophie. J'ai toujours trouvé ça pas du tout organique, les gens qui se disaient par exemple épicuriens, stoïciens, aristotéiciens. Nietzschéen, j'en passe et des meilleurs. Je me suis toujours senti à la fois trop peu et à la fois trop pour appartenir à un système, et je pense que c'est sain. Je pense pas que les systèmes philosophiques soient faits pour autre chose que de servir d'abord ceux qui les énoncent. Je pense que souvent, quand on construit un système philosophique ou idéologique, peu importe la complexité et le niveau de rationalité qu'on lui prête, ou d'exhaustivité ou d'objectivité, au fond, on fait toujours d'abord sa propre autobiographie, on fait un vœu pieux. Un système, je crois que c'est toujours un vœu pieux, quelque part. Et même les systèmes que j'ai pu... les idées juste que j'ai pu... dont j'ai pu m'attribuer la création ou la paternité, au fond, c'était d'abord une complainte. Un système, c'est d'abord une complainte. Quand on regarde ce qu'est le supposé nietzschéisme, moi je ne crois pas que ça existe, mais ou le stoïcisme, c'est pareil. Les deux sont très différents, bien sûr, j'entends. Mais c'est d'abord un homme ou plusieurs, en ce qui concerne le stoïcisme, qui font un vœu pieux sur la réalité. Un système, c'est dire « j'aimerais que le monde soit... » J'aimerais que tout le monde puisse voir le monde de cette façon, ou j'aimerais plier la réalité à mon vœu. Et la réalité a cette superbe qualité de toujours se dérober à la systématisation. Donc, être l'homme d'un système, si on l'énonce, à la limite, pourquoi pas ? Si vous tenez à penser en système, forgez les vôtres. C'est plaisant comme activité, c'est tout à fait autorisé, c'est une marque de créativité la plupart du temps. Mais être l'homme d'un système, encore plus s'il date de... souveraineté de la nature. Encore plus si ce système date de 3, 4, 5, 6 000 ans, je pense que c'est tout à fait questionnable. Donc, si vous tenez... Un système, c'est fait pour se rassurer. Et je pense que la plupart du temps, de la même façon que je crois que c'est très dangereux d'être l'homme d'un seul livre, je pense que c'est très dangereux d'être l'homme ou d'être un homme ou une femme d'une seule philosophie. Déjà parce qu'en plus, j'ajouterais qu'une philosophie vient d'un contexte, c'est-à-dire que quand Nietzsche pense Nietzsche, quand il pense l'intégralité des principes nietzschéens et ce qu'on créera plus tard, ce qu'on condensera en une supposée philosophie nietzschéenne, il le fait à partir de 2 choses. Un, il le fait à partir d'une biographie, et 2, il le fait à partir d'un climat, d'un environnement de vie. Et je ne crois pas que qu'il y ait beaucoup de systèmes philosophiques qui puissent être appliqués aujourd'hui sans devenir simplement une tentative de codification de vie assez stérile et boitante, en fait. Ce qu'il faut faire avec la philosophie, je pense que c'est la corrompre. Je pense, mais c'est très personnel, et c'est comme ça que je travaille et que j'utilise les idées. Je les picore, je les réassemble, je les désassemble. Je m'interdis aucune... Pour moi, il n'y a aucune frontière dans la pensée et ce qu'on peut faire avec les philosophies. Je pense qu'un bon système, je mets système ici entre guillemets philosophique, est un système d'abord qui sert la vie et qui sert l'individu dans un contexte donné. C'est évident que pour beaucoup de gens aujourd'hui, le stoïcisme les principes stoïciens peuvent avoir une pseudo-utilité.
enfin, c'est pas le stoïcisme qui sert, c'est juste une forme, oui, de petite ataraxie ou juste voilà, de suspension du jugement, ou on peut aller plus loin, une façon d'apprendre à regarder ses sentiments avec une forme de métacognition, et ça peut être utile. Mais dire que c'est le stoïcisme, je pense que c'est faire des pas de géant. Et je pense qu'il faut aller plus loin. Je pense que la philosophie, en tant qu'amour de la sagesse, est faite, à mon avis, et tout le parcours de l'histoire des idées est fait pour que l'on pioche dedans, pour qu'on le malmène, pour qu'on prenne ça comme un chaudron dans lequel on mélange toutes les choses, que ce soit du New Age, de la philosophie classique, ou de la philosophie grecque, ou des contemporains, et qu'on alimente nos esprits avec toute cette tambouille idéologique, mais au service d'une seule chose qui est la vie. Comment on vit. Et là-dessus, on n'a pas tous et toutes les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Il y en a un certain nombre de communs qui nous permettent de faire front et de parler ensemble de ce qui nous blesse. Mais du reste, oui, je pense qu'il faut que chacun d'entre nous fasse son hypothèse par rapport à la vie. Et selon là où il vit, comment il se sent, son histoire. Et faire son hypothèse, c'est aller chercher plein de petites choses. C'est pour ça, et j'anticipe sur une des questions qui est la suivante, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller de lire ? Alors, en dehors de mon livre, parce qu'il faut bien que je puisse manger, et des prochains, Souveraineté de la nature, deuxième fois. Donc, en dehors de ceux que je pourrais écrire, j'aurais bien du mal à vous conseiller des livres. Non pas par hégémonie marketing, mais simplement parce que tous les livres que j'ai lus dans ma vie résonnaient avec une partie bien spécifique du moment de vie dans lequel je me situais. Là, par exemple, tous les livres qui sont sur la table, il y a quoi ? Il y a du Nabokov, Steinbeck, McKenna, Robert Johnson et Isaac Bentov. Tous ces livres, je ne les ai pas choisis parce qu'on me les a conseillés, je les ai choisis parce qu'à un moment donné, on s'est rencontrés. Et que par effet de ricochet, je suis arrivé à lire ces livres ou à les explorer parce que, en ce qui me concerne et dans mon parcours de découverte de mon intériorité et de mon rapport au monde, ils ont une place. Mais si je vous les conseille, vous allez certainement... Les gens qui posent la question de qu'est-ce qu'on devrait lire, parce que la question était dans la FAQ, je crois... oui, voilà. Quels sont les livres qui vous ont le plus influencé et ceux que vous pourriez conseiller ? Eh ben, je ne peux pas vous conseiller de livres. Je peux vous dire les livres que j'ai bien aimés, mais ça ne va pas vous aider. Un livre, c'est une synergie extrêmement intime entre un moment, un auteur et un lecteur. Et cette synergie, de la même façon que pour la construction de son hypothèse philosophique, il faut que vous les rencontriez. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup de choses. Et moi, je ne prendrai pas le risque de vous conseiller des auteurs parce qu'il y a de grandes chances que si vous lisez ce que j'ai lu, vous ne penserez pas comme je pense. Et quand on demande à quelqu'un, qui plus est quelqu'un qui essaie de penser ou d'écrire, qu'est-ce qu'il faut lire ? Ce qu'on attend au fond, c'est un biberon. Et je me refuse à transformer cet espace d'expression en un biberon créatif. Je veux que vous pensiez par vous-même. Je ne veux certainement pas que vous vous soumettiez à une chapelle d'idées ou que vous deveniez les aficionados d'un certain nombre d'auteurs juste parce que monsieur le créateur vous a dit que c'était bien. Non, c'est toute la sagesse, justement, elle est dans la rencontre avec le livre. Et j'irai plus loin, la charge émotionnelle que vous permettez à un livre d'avoir est directement liée avec le rapport individuel que vous entretenez avec lui. Si je vous dis, tiens, tenez, vous pouvez lire par exemple Steinbeck, c'est vraiment bien pour comprendre et pour se plonger dans les véhémences de la misère matérielle et dans le sentiment, je dirais, le ressentiment économique et le ressentiment culturel, et ce qu'il fait à l'âme humaine, et ce qu'il engendre. Oui, pour moi, ça fonctionne comme ça. Pas forcément pour vous. Peut-être que pour vous, ce sera un texte qui sera, somme toute, légèrement mieux que médiocre. Je pourrais vous dire, vous voulez comprendre ce que sont les années 70 et la révolution psychédélique et l'expansion du domaine de conscience et comment fonctionne l'état d'esprit je dirais bouillonnant d'un esprit créatif qui ne connaît pas de limites et qui se plonge dans des espaces de perception, lisez McKenna, The Invisible Landscape. Oui, pour moi. Pour vous, peut-être que ça va juste être un espèce de dégénéré complètement fou qui pensait qu'il avait résolu l'équation du monde.
Et c'est valable pour tous les livres. Je me retrouve parfois à conseiller des livres à des amis en croyant que ça va être la pierre qu'il manque sur leur chemin. Et en fait, ils me disent, bon, c'était assez moyen. Mais je comprends que tu aies aimé. Donc voilà pourquoi est-ce que je ne recommande pas de livres. Les seuls livres que dont je vous parle sur cette chaîne, vous les voyez, ils sont toujours notés en description. C'est ceux sur lesquels je m'appuie pour faire les vidéos que je fais quand je travaille avec des auteurs. Il y a des romans qui sont pour moi des romans très importants parce qu'ils m'ont marqué dans ma vie. Et je considère que ce sont des œuvres chargées et magnifiques. Mais je ne peux pas vous assurer qu'en les lisant, vous éprouverez le même niveau d'excitation et presque de révérence pieuse que j'ai éprouvé, quoi. Donc, en fait, j'aimerais bien que vous me conseilliez des livres. Moi, je préfère en écrire. Sincèrement, je préfère écrire des bouquins que vous conseiller des livres. Vous les trouverez bien tout seul. Aujourd'hui, je pense qu'avec Internet, ce qu'on doit développer, c'est plus la connaissance de ce qu'il faut lire, comme si on était des petits êtres pressés qui devaient se précipiter sur où est la connaissance, où est la vérité. Non, ce qu'on doit être capable de faire, c'est d'entretenir un rapport intime avec un livre. Qu'un livre soit capable de nous marquer. Alors, est-ce qu'il est bien écrit ? Mais ça, c'est pas le plus important. C'est est-ce que je lui ai donné la capacité d'agir sur moi ? Est-ce que j'ai ouvert la porte ? Est-ce que je suis dans une ouverture émotionnelle, expérientielle et créative avec ce que je vais lire ? Parce que si la réponse est non, si je lis un livre simplement parce qu'on est dimanche après-midi, je m'ennuie un petit peu et je vais lire 20 pages, puis je reviendrai dans 1 mois et demi, on ne sait pas lire en fait. On ne lit pas. On passe le temps dans un livre. Et là, je pourrais vous conseiller tous les meilleurs livres de ma vie, ce serait rien pour vous. Donc, vraiment, je sais que là, je suis au Costa Rica pendant quelques semaines et j'ai passé la première semaine de ce voyage à lire un livre qui collait pas. Donc j'ai laissé tomber. J'en ai pris un autre et il m'a accompagné. Lui et moi, on dialoguait de manière permanente. Même quand je le lisais pas, on était en discussion. Je réfléchissais à ce qui était dit. Il m'habitait littéralement. Et je pense que c'est ça que vous devez essayer de toucher quand vous lisez. Vous ne devez pas du tout vous préoccuper de savoir si vous retenez quelque chose, que ce soit un roman, un essai, peu importe. Juste, est-ce que ce livre vous obsède ? Est-ce que vous travaillez avec lui ? Est-ce que vous lui donnez la possibilité d'agir à l'intérieur de vous ? Ou est-ce que, c'est un objet culturel un peu mort ? Voilà. La réponse était longue, mais ça permet c'est un peu, je pense, l'objectif aussi d'une FAQ de clarifier toutes les choses qui peuvent être laissées sur le côté et dont j'ai pas le temps de vous parler pendant les vidéos. Alors, donc voilà pour la question sur avez-vous une philosophie de vie et qu'est-ce que vous pouvez conseiller de lire ? Alors, comment considères-tu et intègres-tu tes émotions dans ton processus de réflexion et par extension dans ton processus créatif ? Sont-elles énergie, moteur, outil, cadre ou œillère ? Sont-elles fiables selon toi ? J'ai toujours créé les choses dont je suis fier et qui, à mon sens, méritent d'exister sur une émotion. Il y a certainement d'autres façons de faire. Mais je pense que, en tout cas en ce qui me concerne, je crée d'abord par sur-régime émotionnel. Pour l'instant, c'est comme ça que je fais. Ce sera peut-être pas vrai dans 5 ans, dans 6 ans, mais aujourd'hui, quand je pose ma plume sur un carnet ou quand je parle, c'est d'abord parce que j'ai un sur-régime émotionnel. J'ai trop à l'intérieur de moi. Trop de quoi ? Trop d'amour, trop de ressentiment, trop de haine, trop d'énergie, trop de curiosité, trop de questions. Peu importe, mais il y a une surproduction émotionnelle et c'est ça que j'essaie de partager. Et que j'essaie de partager de la meilleure des façons, en la mettant en forme, en la polissant, ça dépend. Il y a des fois où il n'y a pas besoin de polisser, de reprendre on va dire le jet, et des fois beaucoup plus. Mais pour moi, l'émotion, elle est première dans l'acte de création, dans l'acte d'expression. Je pense que parler, c'est aussi créer, quand on fait attention à ce qu'on dit. Et je ne fais pas de hiérarchie entre les médiums, mais en ce qui me concerne, en tout cas, l'émotion est primante. Les périodes de grand désespoir émotionnel ne sont pas celles où je me sens triste, c'est celles où je me sens rien. C'est celle où je sens rien. Mon être est comme une mer calme et donc invisible.
Là, j'atteins un espèce de désespoir abstrait où j'ai l'impression d'être mort, c'est même pas le mot, d'être anesthésié de l'intérieur, que je sens rien. Et ça m'arrive d'être un être complètement dissocié de mes émotions, de rien sentir, de pas sentir la lave brûlante qui gigote dans mes bras, dans mes doigts, dans ma tête. Et là, oui, c'est un désespoir abstrait. Ça, c'est mon némésis créatif premier. C'est quand je regarde les choses autour de moi, les gens, et je n'ai même pas d'idée. Là, j'ai l'impression d'être un moins que rien, d'être réduit dans mon humanité, je comprends pas ma place dans le monde à ce moment-là. Je comprends pas ce que je fais là, ce que je suis censé faire, Et là, je me pose plein de questions qui sont des questions circulaires, qui tournent en boucle. Je trouve pas de voie de sortie. Et ce qui me sort de cette prison d'abstraction et de non-émotion... Ah, il y a une chauve-souris. Vous l'avez vu? Juste ici. Je crois que c'est une chauve-souris. Ici, il y a des très 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 grosses chauves-souris. Celle-là n'est pas particulièrement grosse, mais ils appellent ça les chauves-souris vampires ici. Bon, bref, donc je disais, voilà, c'est l'émotion qui me sort de ce cercle et qui jaillit, un peu comme une éruption solaire, qui d'un coup permet la décharge, une espèce si vous me permettez, une espèce d'éjaculation créative. C'est exactement comme ça que j'écris, que je pense, que je vis des moments qui valent la peine d'être vécus. Donc l'émotion est le premier prince de mon royaume créatif. Et le premier conseil que je donne en écriture, en expression, c'est pousser vos émotions, allez dans leur jus, allez dans leur sel, allez jusqu'au bout. Même si elles vous emmènent dans des choses qui sont difficiles à tenir parce qu'elles mettent en difficulté votre ego, parce qu'il sent qu'il n'est plus totalement en contrôle. Parce que quand on suit une émotion jusqu'au bout, quand on s'autorise à la suivre comme un petit pousset, elle nous emmène dans des endroits où on n'est plus très exactement celui qui contrôle. Par exemple, la haine. Créativement, en écriture, la haine, c'est quelque chose que je connais bien, avec lequel j'ai travaillé. Dans S'anomaliser, il y a des passages qui sont très... où je dois dire que mon véhicule créatif était... Je laisse passer Madame la Cigale, mais... était proche du ressentiment pur en termes d'énergie. Eh ben, c'est pas grave, je préfère la déposer dans un livre, comme ça, la vomir presque, que la laisser à l'intérieur de moi. Et le sentiment amoureux, l'amour, l'extase, le grand bonheur, toutes ces choses, c'est pareil. À la différence près, j'ai l'impression que les sentiments positifs se décuplent dans l'acte créatif, là où les sentiments négatifs se vident. Je dirais que c'est une forme de poubelle pour la noirceur et de réaction atomique pour les nucléaires, pour les sentiments positifs. Donc vraiment, l'écriture est l'endroit où je trouve, où je vois, où je me sens vivant parce que j'ai l'impression que ça y est, je saisis mes sentiments, ils sont là. Je sais comment je me sens. Et je dirais que la majorité du temps, j'ignore comment je me sens. Mais quand j'écris, je sais comment je me sens. Je sais enfin, je touche les parois de la chose et je sais vous dire si je me sens très mal ou très bien. Voilà. Et alors, est-ce que c'est la seule façon de créer ? Non, je ne pense pas. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, et je pense que quand on veut écrire, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que j'ouvre la porte, est-ce que je laisse les flots, peu importe qu'ils soient putrides ou dorés, se répandre ? Ou est-ce que je garde, est-ce que je mens, est-ce que j'ai peur de ce qui va sortir sur le papier, de ce qui va sortir de ma bouche ? Est-ce que j'ai peur de ce qui va se passer, en somme ? Parce que ça fait peur quand on ouvre la porte. Parce qu'on est déstabilisé, parce qu'on se surprend. Et à partir du moment... Celle-là était particulièrement vocable. Donc à partir du moment où on s'autorise ce déversoir, la technique est secondaire à mon avis. La technique, c'est comme la structure d'un texte, où c'est vraiment, ça suit. Mais l'émotion est primante. Voilà. Alors, vas-tu refaire une ou des vidéos sur l'amour ? Je vais m'arrêter là. Donc, comptes-tu faire une ou d'autres vidéos sur l'amour ?
Oui, si j'ai des idées qui s'y rattachent. Je vous en ai fait, il me semble, 3 sur l'amour. Pourquoi vous ne tombez plus amoureux? Sortir du gouffre amoureux et récemment, sur la jalousie, qui est évidemment, enfin, la jalousie qui était une vidéo sur l'amour, hein. Ça fait déjà pas mal de choses. Je fais attention à ne jamais faire de vidéos qui soient en dehors le plus possible de ma zone de perception. Et j'ai expérimenté pas mal de choses dans ma vie en amour. Je crois avoir compris un certain nombre de mécanismes et d'idées, mais pas tout. L'amour, c'est bien ce qui se dérobe à la compréhension totale. Et c'est d'ailleurs une très très bonne nouvelle. Et faire une vidéo sur l'amour, c'est toujours un blasphème. C'est toujours un immense blasphème. Ça devrait être interdit de faire des vidéos sur l'amour. Ou alors il faut y aller avec je dirais, un accoutrement et une préparation très 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 spécifique. Donc quand je sens que j'ai les épaules et le souffle, je veux bien parler d'amour. Mais j'ai toujours très très peur de parler d'amour. Je ne sais pas si vous imaginez, mais déjà parler sur Internet, faut être complètement fou, faut être complètement demeuré ou suicidaire pour faire ce que je suis en train de faire. Enfin, faut avoir une partie de son être qui accepte de mourir, hein, aux yeux de tout le monde. Bon, déjà ça faut être préparé, mais alors parler d'amour, en plus parler d'amour avec du sentiment, en plus parler de choses difficiles en amour, parce que l'amour quand c'est vécu, quand c'est vraiment vécu, c'est difficile. L'amour c'est un immense problème qu'on trouve des manières plus ou moins dérobées de résoudre, mais c'est un grand problème. Il faut être fou. Parce que qu'est-ce qui va se passer quand vous parlez d'amour et quand vous essayez, quand vous tentez, quand vous effleurez d'en parler bien? Vous déclenchez du sentiment chez autrui. Vous allez chercher la plaie amoureuse et tout l'imaginaire qui est rattaché. Et là, attention, parce que si vous en parlez mal, si vous êtes animé par, je ne sais pas, des sentiments aussi bas mais pourtant humains que la volonté, je ne sais pas, de prendre autorité sur autrui ou de guider vers un chemin que vous n'avez même pas fini, vous ne connaissez pas, vous n'en savez rien, mais là vous devenez quelqu'un de dangereux, vous devenez quelqu'un qui peut faire du mal. Et ça, c'est toute la responsabilité de parler d'un sujet comme l'amour. C'est bien sûr que moi j'ai envie de parler de plein de choses et de dire plein de choses avec ce canal incroyable qu'est Internet, mais il faut aussi à chaque fois, je me pose la question, je me dis, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu es sûr de la responsabilité, de ce que ça va déclencher en face? Les vidéos que j'avais faites sur la jalousie il y a quelques mois, il y a moins de 2 mois, il me semble, je ne savais pas s'il fallait parler de ces choses-là. Quand je vous ai fait une vidéo sur la pornographie, c'est pareil. Est-ce qu'il faut parler de ces choses-là? Moi, j'ai la sensation que oui, mais il faut trouver à l'intérieur de nous, quand on parle de ce type de sujet, que ce soit avec Internet ou avec un ami ou un amour, il faut trouver l'empathie à l'intérieur de soi, avant d'aller sur des sujets où les gens souffrent. Enfin, la manière, je m'écarte et je divague, mais vous voyez pourquoi je ne prends pas beaucoup de questions, parce que chaque fois ça dure 20 minutes, mais parler par exemple de pornographie, comme le font, je suis désolé de le dire, 90% des créateurs dits de contenu, de non-contenu pour moi, mais de contenu supposément sur Internet, mais il n'y a aucune empathie. Il y a une forme de rigidification, d'appel à la mortification, presque une espèce d'autoflagellation, plus une militarisation des comportements. Enfin, la première chose dont on a besoin, en amour, sur nos addictions, sur je dirais nos plaies de vie, toutes ces choses, la première, c'est de l'empathie. Et pour parler d'un sujet comme ça, il faut trouver l'empathie à l'intérieur de soi. Moi, j'ai dû trouver l'empathie pour le Étienne blessé en amour, pour le Étienne addict à des images, pour le Étienne pris dans un paradis de nostalgie, et ça demande du temps. Ça demande du temps de trouver de l'empathie pour toutes ces versions de moi passées, et en plus de traiter l'information. Donc, j'aimerais pouvoir faire d'autres vidéos sur l'amour au futur. Si je trouve à l'intérieur de moi la porte pour en parler avec justesse et avec amour, justement. Mais je ne peux pas assurer que ça va arriver. Je ne veux pas parler de sujets que je n'ai pas sentis dans ma chair, parce que vous le sentiriez, parce que ça ne sonnerait pas juste, et comme je vous ai dit juste avant, parce que je vous mettrais en danger. Je ne vais pas, par exemple, parler, je ne sais pas, de ce que c'est que le rôle de père. J'ai des idées, mais j'en sais rien. Je ne vais pas parler de ce que c'est de faire le tour du monde, je ne l'ai jamais fait. Donc, je suis tombé amoureux beaucoup de fois. J'ai été beaucoup déçu en amour. Et j'ai sûrement aussi beaucoup déçu en amour.
Donc je peux parler de ça. Mais, vous savez, il y a beaucoup de textes que j'ai écrits et que je ne vous ai pas publiés parce que je jugeais que j'avais pas les rênes sur ce que je pouvais raconter. C'est peut-être aussi pour ça que je préfère la plupart du temps écrire à parler comme ça, parce qu'il y a un contrôle sur sa parole qui a un bon et un mauvais côté, bien sûr, parce qu'il déshumanise, quoi qu'on en dise, il me rend, j'en ai bien conscience, presque, il fait de moi quelqu'un de différent de ce que je suis en réalité, mais en même temps, il me permet de bien ciseler là où je veux aller, je dirais, d'être précis dans le vocabulaire, dans la syntaxe, dans l'émotion, pour pas faire n'importe quoi. Voilà pour cette question sur l'amour. Comptes-tu faire une vidéo pour expliciter l'importance de l'ego ? Oui, je suis en train de le faire. La vidéo que je vous ai sortie sur pourquoi l'humanité rêve de s'autodétruire, c'est une vidéo sur l'ego, si vous savez lire entre les lignes. Mais je vais vous en faire d'autres. C'est aussi quelque chose qui aura, dont on va parler à l'avenir, parce que l'ego, c'est un peu la nouvelle rengaine à la mode. On pense avoir trouvé la clé de voûte de la philosophie et de la psyché. Beaucoup de choses seront à dire sur l'ego. On en parlera plus que nécessaire. Pause. As-tu oublié que tu dois faire la suite de la vidéo sur le dragon ? Non, je n'ai pas oublié. Je sais que je vais vous la faire cette année. Je crois qu'elle est pour mai, si je ne dis pas de bêtises. Donc, pour ceux qui n'ont pas forcément la référence, je vous avais sorti l'année dernière une vidéo sur les résistances dans la vie, sur comment passer au-dessus de ces dragons. Et je vous avais dit rendez-vous dans un an pour en reparler, qu'on fasse tous le point sur ce qu'on s'était dit, qu'on voulait accomplir. Là, on en est. Et je peux d'ores et déjà vous dire que la vidéo portera sur l'échec. Probablement. C'est pas certain, mais probablement. Parce que, bien sûr qu'on parle toujours de nos succès. Et moi, le premier, toutes les choses que je réussis, j'en parle, je le montre. Ça fait partie du jeu aussi, de réussir. Mais vous savez, il y a beaucoup de choses que je rate de manière minable et misérable. Et j'aimerais aussi que vous puissiez voir toutes ces choses ratées. Tous ces moments où j'ai pas le courage. Tous ces moments où je suis mauvais, où je suis petit, où je suis mesquin, où je suis pas à la hauteur de ce que j'aspirerais à être. Et quand on parle justement de dragon et de résistance face au projet, on parlait d'empathie juste avant, mais je pense qu'il y a deux manières pour moi de passer au-dessus d'une résistance, qu'elle soit créative ou dans la vie. Ça peut être d'écrire un livre, à partir en voyage, à se confesser à quelqu'un. On a tous nos dragons, et il y en a une infinité, mais ils ont la chance, je dirais, de toujours fonctionner à peu près sur les mêmes bases psychiques. Et il y a deux manières pour moi de passer au-dessus d'une résistance. Il y a un peu je dirais juste la manière chevaleresque, le courage. À un moment se lever avec quelqu'un, peut-être un ami, une voix qui nous dit que c'est possible et de s'y confronter avec un bouclier, une armure et beaucoup de courage. Mais la nature aime et récompense le courage. Ou il y a, je dirais, la manière dérobée, une fois qu'on s'est épuisé contre ce dragon qui, fatalement, oui, et inévitablement, et quoi qu'on y fasse, est trop fort pour nous, a les écailles trop épaisses et le feu trop ardent. À ce moment-là, il y a une deuxième manière, je dirais que c'est s'asseoir devant la grotte, pleurer beaucoup, avoir quelqu'un, une présence qui nous prend dans ses bras et qui nous montre qu'on peut passer derrière la grotte du dragon et que le chemin a toujours été là. Et il y a des manières créatives dans la vie de passer derrière les choses qui nous paraissent insurmontables. Le jeu, la dédramatisation, la suivi de l'instinct, trouver son kairos, son moment juste pour faire les choses. On peut jouer, on n'est pas obligé de se confronter de manière permanente à la difficulté, parce que le problème de celui qui ne surmonte dans la vie les choses qu'avec le courage et la force, c'est qu'il va s'épuiser. Et ça fonctionne, ne me méprenez pas, mais il faut trouver d'autres moyens dans la vie de slalomer entre les épreuves et les choses et d'être créatif quant à nos systèmes de crochetage de la réalité. Par exemple, en ce qui concerne l'inspiration, vous savez, je pense que moi, dans ma vie, ce qui m'a rendu le plus humble, c'est pas les choses que j'ai réussi dans la matière, aller à des endroits, me présenter, être à l'aise dans mon corps, aimer mon corps, tout ça, c'est des choses très très importantes. Mais ce qui m'a rendu le plus humble, et là où je me suis confronté à mes plus immenses dragons, c'est de manière absolument évidente et sans discussion sur mon rapport à la création. Quand j'ai appris que j'étais un artiste, malgré moi,
je me suis rendu compte que être un artiste, c'était à la fois une bénédiction et un terrible maléfice, parce que être artiste, ça veut dire ne pas dépendre, ne pas être en contrôle sur ce qu'on sort. Ça veut dire ne pas être celui ou celle qui commande, dans une certaine mesure. Alors, on a une marge d'action. L'artiste a son atelier, là où il est le maître, mais in fine, il dépend de trucs complètement aberrants, quand on y réfléchit bien, qui s'appellent l'inspiration. Mais l'inspiration, c'est quelque chose de complètement fou, l'inspiration. L'inspiration, ça veut dire, je suis dépendant pour créer quelque chose d'un flux, supposément. Les Grecs diraient d'un chant, qu'ils invoquaient d'ailleurs avec tout un tas de prières. Là-dessus, l'Iliade et l'Odyssée ont de nombreux exemples, les prières aux muses par exemple. Donc ce flux, cette chose, cette inspiration, ce fil qui passe à travers moi et qui donne quelque chose. Être artiste, c'est être un médium de quelque chose qui vient de quelque part. On n'aura pas le temps d'expliciter ce soir d'où vient ce quelque part, mais j'ai ma petite idée sur la question et beaucoup de gens y auront réfléchi. Et dont vous êtes juste la main, le pinceau, la voix, la chose, peu importe. Mais ça rend terriblement humble, parce que ça veut dire que votre ego, justement, doit lâcher prise complètement. Et pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que la première des résistances créatives, c'est le manque d'inspiration. Et à ce moment-là, si vous vous mettez devant votre dragon, que vous ayez une armure de niveau 50, que vous ayez mais toutes les techniques de celui qui travaille pour être inspiré, que vous, je sais pas, vous avez bien fait vos leçons, vous avez vous avez votre café, le soleil est beau, le cadre est magnifique, et pourtant rien, pas un gramme d'émotion. Ce que vous faites, c'est mauvais, comme 90% du temps. Quand on écrit, c'est mauvais, ça sent rien du tout, il y a rien, c'est juste du racontage, du blablatage abstrait. Mais à ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous mourrez égotiquement, c'est-à-dire que vous vous effondrez parce que vous vous rendez compte que vraiment, c'est terrible, vous avez tout fait pour et pourtant rien. Ou alors, vous acceptez de vous soumettre, vous acceptez que vous n'êtes pas en contrôle et vous partez marcher. C'est-à-dire que vous abandonnez, littéralement. Ah, ça, c'est une posture créative. Face à la difficulté, à l'adversaire, au dragon, quand il s'agit de quelque chose en lien avec l'inspiration créative, vous ne pouvez pas passer en force. Vous ne pouvez pas. Ça ne marchera pas. Donc ça rend très humble. Et l'artiste le sent directement. Il est confronté à ça presque tous les jours. Alors moi, je sais, dans mes grosses périodes d'écriture, c'est un dragon permanent. Quand je veux écrire quelque chose, un prochain livre, et que les choses ne viennent pas, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais je peux rien faire. À ce moment-là, mon ego, il est oblitéré. Je peux faire toutes les techniques à la Baudelaire, ou plutôt à la Proust, me balader en pyjama, mettre de la musique. Mais in fine, je penserai toujours à la chose. Vous voyez, c'est comme cet amoureux qui se dit « faut pas que j'y pense ». Mais il va faire qu'y penser jusqu'à la névrose, jusqu'au délire, en fait. Mais c'est la même chose pour l'artiste. S'il est là, il dit « je suis pas inspiré, il faut que je travaille mon inspiration ». Donc voilà, je vais pas sinon je vais ratiociner, mais vous voyez bien l'idée, c'est que la résistance artistique rend très humble parce qu'on ne peut pas y passer en force. Eh bien, je pense que dans la vie, il y a plein de domaines qui sont comme les résistances artistiques et l'inspiration, où on ne peut pas passer en force. Et donc, on doit créer des stratagèmes de contournement, j'appelle ça, pour trouver. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme stratégie de détournement? Artistiquement, ça signifie juste fermer son carnet et partir. Dire, bon, vous savez quoi, je ne suis plus écrivain. Voilà, c'est terminé pour moi, je ne suis plus écrivain pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 3 ans, peu importe. Aussi longtemps qu'il faudra. J'y pense plus. Mais alors vraiment, je me mens pas à moi-même. Vous voyez, je me raconte pas une petite histoire sur oui, en fait, je vais plus y penser, j'ai changé d'avis. Non, c'est vraiment, je démissionne littéralement justement de ma fonction et j'attends de voir. Parce que vous savez quoi? Si vous êtes fait pour créer quelque chose, de toute façon, vous allez le faire. Mais si ça sort pas quand vous poussez dessus, allez faire autre chose. C'est que c'est pas cuit. Allez faire autre chose. Restez pas dans cette immobilité créative parce que c'est là qu'on se blesse. Voilà. Et c'est valable pour plein d'autres choses. C'est valable pour l'amour, pour l'amitié, pour la découverte, pour l'audace, pour le courage. Si en affrontant ça marche pas, contournez. Donc non, je n'ai pas oublié la vidéo sur le dragon, sur les résistances. On va en reparler plus qu'il ne faudra parce que je sais que c'est important. Question suivante. Que penses-tu de parler joliment autour de personnes complètement vulgaires qui ne communiquent qu'avec des insultes? Je pense que les mots sont une traduction de l'esprit. Et je pense, et je fais mon autocritique, je suis parfois vulgaire.
surtout autour de gens vulgaires, par mimétisme, par adaptation, par nivellement. Mais c'est pas acceptable. La langue est l'outil de l'homme. La langue, c'est notre cadeau divin. Parler, parler bien, c'est rajouter du bonheur au monde. Et mal nommer les choses, vous connaissez la rengaine, c'est ajouter du malheur au monde. La vulgarité est une démission de la langue. La vulgarité, comme la contraction des mots, comme la perte de vocabulaire, comme toutes ces choses, sont un appauvrissement de l'esprit. Ça, on en avait parlé quand je vous avais fait la petite vidéo sur Petite Histoire de la fin du monde. Mais au-delà de ça, au-delà juste du caractère apocalyptique, du fait qu'on perd une centaine de mots par an, enfin que c'est terrible et tout ça, je ne vais pas activer mon côté réactionnaire parce que c'est pas l'endroit ce soir, mais ça m'inquiète beaucoup, vraiment beaucoup, et ça me blesse. Mais juste sur la vulgarité, si on se concentre juste là-dessus, je pense que la question à se poser, c'est est-ce que les gens aiment être vulgaires? Et pourquoi les gens sont vulgaires? Et pourquoi est-ce qu'on est vulgaire? Parce que la vulgarité est un incroyable instrument de liaison. Être vulgaire, c'est se lier très facilement à l'autre. C'est entrer en résonance sur des mots communs, sur des expressions communes. C'est la pauvreté, enfin, si on a 50 mots de vocabulaire et que l'autre en a 50, on se rate beaucoup moins que si on en a 10 000 et 10 000. Mais on se trouve au profit, je dirais. On se trouve plus facilement, mais on se trouve au prix d'un appauvrissement de la pensée. Donc non, moi je pense qu'il faut tenir, justement, je pense qu'il faut trouver. Je préfère 1000 fois être celui qui dérange par parfois sa richesse de vocabulaire ou son refus de la vulgarité. J'y arrive pas tout le temps. Mais je pense que c'est un idéal à atteindre. On n'a pas, vous savez, on n'est pas si différent d'un ou d'un autre singe. Enfin, on est des singes un peu plus évolués, qui ont eu un bug, etc. On va pas refaire l'histoire, cette drôle d'histoire. Mais il y a une chose, oui, je pense, c'est que le langage est l'avenir de l'homme. Et son passé, son avenir. Et les mots, mon père, c'est vraiment quelque chose que mon père m'a, et ma mère bien sûr, mais je pense beaucoup mon père quand j'étais enfant, qui m'a, je dirais, éveillé à l'amour des mots. Et il me disait, mon fils, la meilleure façon d'être sûr, pas sûr, mais te donner des bonnes chances, c'est de faire en sorte que tu saches exprimer ce que tu as dans le cœur. Quand ça va bien et quand ça va pas. Parce que c'est une chose de souffrir, mais c'est une chose ô combien plus difficile de ne pas pouvoir le dire exactement. Mais c'est pareil en amour. C'est une chose d'aimer, mais ne pas pouvoir exactement dire comme on aime. Pas parce qu'on ne sent rien, mais parce qu'on n'a pas les mots. Mais ça, c'est créer une prison conceptuelle terrible. On finit par demander à ChatGPT de nous faire des lettres d'amour. Enfin, c'est complètement aberrant. Être souverain sur sa capacité à poser des mots, mais c'est le plus grand cadeau du monde. C'est le plus grand cadeau du monde. C'est le cadeau de la littérature. La littérature, en plus de vous faire voyager, en plus de vous faire gagner des vies, vous montre quel degré de précision on peut atteindre dans l'expression à l'autre. Et si je passe 10 minutes à essayer de faire comprendre à un ami combien je l'aime, alors que ça pouvait tenir en une phrase bien trouvée, ben vous comprenez bien qu'il y en a un des deux qui est quand même beaucoup plus libérateur. Donc, oui, je pense qu'on a un immense combat sur les mots. Encore plus, et je dirais même surtout sur Internet, où le mot, il souffre énormément. Donc on va devoir mener ce combat, et je pense qu'on est déjà en train de le faire, mais ça va prendre du temps, et il n'y a aucune forme de petitesse ou de supériorité morale à bien parler. Au contraire, il y a un amour de la langue et de l'humain. Et je pense qu'il faut inverser la responsabilité et la bizarrerie du bien parler. Je pense que c'est l'appauvrissement du vocabulaire, le recours à une trentaine de mots par jour qui est aberrant. Et qu'il faut pointer du doigt comme ce qu'il est, à savoir une forme d'apocalypse de conscience. Voilà. Pause. Bon, j'ai fait une petite pause anti-moustique, parce que je suis en train de me faire littéralement dévorer, là. Mon corps était devenu un festin. Alors, on fait encore 2-3 petites questions, puis après, j'en avais pris plus que ça, mais la vérité, c'est que je me rends compte du temps par réponse. Et en tout cas, si vous voulez un volume 2 ou que je propose plus ce type de contenu, peut-être à la parole plus libre et que ça peut vous intéresser, vous me direz, j'en attends pas grand-chose en vérité, mais
Je prendrai vos retours, je lirai vos retours. Je sais pas ce que vous en penserez. Que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Alors, lesquels je prends? Ça, on l'a dit. Les livres, on en a parlé. Ah, ça, c'est bien. Vous arrive-t-il d'avoir envie de baisser les bras et de vous enfermer dans le château du prince noir? Pour ceux qui ont lu S'anomaliser. De moins en moins. De moins en moins. Je crois que j'ai été très longtemps dans le donjon quand même. Hein. J'ai payé mon dû à la nostalgie plus que nécessaire, je crois. Et je ne regrette pas du tout mes périodes très nostalgiques. J'ai beaucoup d'amour et de sympathie pour les princes noirs. Une partie de moi l'est toujours, je pense, peut-être, et le restera. Maintenant, j'ai la sensation que ce n'est pas une finalité, mais un passage. Je pense que ce que je vais dire pourrait être mal compris, donc je vais le dire doucement, mais je pense qu'il y a un confort certain, parce que je l'ai expérimenté, à se morfondre dans la nostalgie et dans la sortie du monde. Parce que le prince noir, c'est en tant qu'archétype, c'est exactement ce qu'il fait. Le prince noir est une sortie mélancolico-nostalgique du monde. Le prince noir est un œil à l'acuité certaine, et un œil d'une capacité poétique, je pense, inégalée. Quand on est un prince noir, on porte sur le monde le plus beau des regards, on donne le plus de sens aux choses qu'il est possible de concevoir, mais en même temps, on peut faire ça parce qu'on est un observateur très distancié, paradoxalement. Donc je pense que mon paradis nostalgique fut un moment de ma vie important, où j'ai compris beaucoup de choses, où j'ai appris beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a d'autres postures créatives que celle de la relégation en dehors du monde. Je pense qu'il y a aussi une posture très extatique, très bouillonnante, très vivante, en plein milieu du monde. Justement. Est-ce que je l'ai trouvée? Non, je la cherche. Et si je la trouve pas, je pense être... J'espère que j'aurai toujours ma place chez les princes noirs. J'espère qu'ils n'auront pas fermé complètement la porte. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'errerai comme un vagabond extatico-nostalgique. Je sais pas comment ça se passe, la combinaison des deux, mais ça doit être rigolo. Voilà. Voilà sur le prince noir. Mais oui, il m'arrive de temps en temps d'avoir des baisses dans mon processus créatif et dans la vie, bien sûr, d'être beaucoup moins bon. Si je suis tout à fait honnête avec vous, je dirais en ce moment et depuis quelques mois, plutôt dans un creux sur certains aspects. Du moins, j'aurais de quoi être peut-être pas triste, mais tourmenté. Mais comme on le disait juste avant, j'ai appris à prendre, et ce qui était un sacré apprentissage pour mon petit ego occidental très contracté, j'apprends à prendre mes temps blancs, mes temps d'espace, imposés, encore imposés, comme une forme de méditation. Je ne peux pas produire tout le temps, je ne peux pas être tout le temps dans une forme de sprint existentiel. Et la première fois, peut-être là ce que je veux dire est un peu fort, mais je pense que j'aurais pu être tenté de mettre le mot de je sais pas, de spleen ou de tristesse, alors qu'il s'agit peut-être juste du repos. Hein. Peut-être que c'est juste du repos. Je pense que le vide de temps en temps est simplement ce qui conclut le passé, ce qui prépare l'après. Et être capable dans ces moments-là de trouver une forme d'aise sans nécessairement fuir dans le donjon du prince noir, je pense que c'est important. Voilà pour cette question. Vas-tu raconter plus d'histoires? Oui, j'aimerais bien. J'aime beaucoup vous faire ces textes comme le livre qui n'existe pas, qui n'est pas vraiment une histoire, ou comme peut-être plus récemment l'histoire du magicien et d'autres.
moi, c'est des textes que j'aime beaucoup écrire. Bah, de toute façon, cette chaîne, il y a pas de mystère, hein. C'est pas, j'ai aucune direction sur ce qu'elle va être. J'expérimente. Je m'interdis aucune chose. Si j'ai envie de vous parler d'un sujet de manière très, comme j'ai pu faire pendant une période l'été il y a 2 ans, de manière très théorique, je le fais. Si j'ai envie de vous en décrire des histoires, je le fais. Et ce qui me et vous avez toujours été au rendez-vous, peu importe la façon, le sujet dont on parlait, que ce soit sur les gros sujets que j'ai traités sur cette chaîne, comme l'anxiété sociale, comme le masculin, comme l'amour, l'algorithme, l'algorithmisation des esprits. Tout ça, c'est des sujets qui me passionnent toujours, qui sont, pour moi, sur lesquels on est loin d'avoir tout dit. Mais alors là, on pourrait en parler des heures et des heures et des heures. Si vous avez d'ailleurs un de ces sujets dont vous avez envie qu'on parle peut-être dans ce format-là, sur lequel je pourrais dédier 1 heure et demie, 1 heure, et vous faire ce qu'à ce niveau-là, je pense, on pourrait appeler un podcast, malgré que ce mot soit assez laid, je pense qu'on qu'on peut tous s'y accorder, je le ferai avec grand plaisir. Mais donc oui, j'aimerais pouvoir raconter plus d'histoires. Le problème des histoires, comme je vous disais avant, c'est que je suis soumis à mes muses et que des fois, je me lève un matin et j'ai une histoire à vous raconter. Et des fois, j'ai pas d'histoire à vous raconter. Et je vais pas presser la chose. Voilà. Mais oui, j'aimerais bien pouvoir vous en raconter plus. Euh, la littérature retrouvera-t-elle un jour sa grandeur? Je crois pas qu'elle l'ait perdue un instant, hein. Je pense que Gary, c'est toujours aussi bon. Mallarmé, Proust, c'est toujours aussi bon. Pour moi, les livres ne sont... Les grands livres mûrissent comme des grands vins. Enfin, non, je crois pas du tout que la littérature soit en danger. Si la question est les auteurs qui sous-entendraient que les auteurs contemporains seraient moins bons, j'en sais rien. Il y en a sûrement des très 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 bons. Je pense qu'on fait toujours la littérature de son siècle, et peut-être que notre siècle est plus difficile à comprendre, et plus difficile à romantiser, et plus difficile à sentir dans sa charge émotionnelle. Oui, ça je veux bien l'admettre. C'est d'ailleurs la grande difficulté que j'ai avec l'écriture de romans. J'ai quelques romans en stock que j'ai grattés, des débuts, des fins, des milieux, des choses. Mais j'ai la sensation... Pourquoi est-ce que mon premier bouquin était un essai? Parce que c'était une réponse, une défense, une forme de... Parce que j'ai la sensation de vivre dans une urgence. À tort peut-être. Mais à 25 ans, j'ai la sensation de vivre dans un siècle qui va pas bien. Et quand je dis un siècle, je veux dire vous, moi, les gens que je côtoie. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de choses à traiter. Et est-ce que le roman ne peut pas être un magnifique outil de propagande culturelle pour venir aider tout ça? Si. Si, bien sûr. Est-ce que j'ai les épaules pour l'instant pour le faire? Je ne sais pas. J'aimerais pouvoir le faire. Et si je suis tout à fait franc avec vous, je ne doute pas un instant que je vais le faire un jour. Mais pour l'instant, j'avais la sensation que l'imminence et le caractère immédiat du combat se prêtaient plus à l'essai. Mais je ne crois pas que la littérature soit en danger. C'est peut-être nous. J'ai la sensation que nous, on est de moins en moins bons. Je suis beaucoup plus inquiet pour la dégénérescence de l'homme que par la dégénérescence de la littérature. On s'éloigne de la chose, on dérive, oui. On dérive et on finit par regarder les romans comme des histoires. Les leçons que nous donnent les romans nous paraissent d'un autre temps ou d'un autre monde, précisément parce qu'on est moins bon. Peut-être que c'est ça, peut-être que quand on compare les romans contemporains et ceux d'il y a 3, 4, 5, même pas, allez, juste 2 siècles, peut-être qu'on a la sensation que les contemporains sont moins bons, mais précisément parce qu'ils sont bons, parce qu'ils reflètent ce qu'on est devenu. À savoir, pas grand-chose. Assez minable, oui, parfois, souvent. Moi le premier. Est-ce qu'on pourrait faire un roman sur votre vie? La grande question. Là où les égos se disloquent et où tout le monde fait un peu la moue. Est-ce qu'on pourrait faire un roman sur votre vie? Est-ce que ce serait un bon roman ou est-ce que ce serait un roman comme même à le qualifier les critiques bon chic bon genre un peu plat néo-contemporain? Je pense qu'il faut d'abord se regarder, qu'on se regarde nous. Moi, est-ce qu'on peut faire un roman sur ma vie? Non. Non, il serait pas bon. Il serait fade un peu. Dans les grandes lignes. Ou alors il faudrait beaucoup d'imagination.
Donc, peut-être que les surréalistes avaient raison. Peut-être que notre réponse viendra d'autre part. Parce que l'imagination, alors elle puise derrière, mais elle puise aussi dans la vie. Et on peut imaginer beaucoup plus que ce qu'on a vécu, bien sûr, mais dans une certaine limite. Si on fait vivre un être humain de ses 0 à ses 70 ans dans un appartement Ikea de 20 mètres carrés, avec un store au-dessus qui laisse à peine percer la lumière du soleil parce qu'il est très sale, avec des contacts sociaux minimal, avec, je dirais, aucune ouverture émotionnelle, avec très peu de choses à raconter, un être complètement dissocié et très rabougri. Ou alors on fait du Houellebecq, en fait. C'est-à-dire on fait des romans pathétiques, mais pathétiques dans le sens vraiment pathétique. Des romans qui sentent l'hôpital, quoi. Est-ce qu'on aime bien ça? Oui, ça peut nous faire du bien. Est-ce que c'est de la littérature? Oui, c'est de la littérature. Parce qu'elle reflète ce qui est devenu une partie de nous-mêmes, à savoir une grande errance, une marche dans un désert plein de cartons Amazon, quoi. Avec un bavoir. Est-ce qu'on peut... Alors, est-ce qu'il y a une porte de sortie? Parce que bon, là, je joue le réac et tout ça, mais est-ce qu'il y a une porte de sortie? Moi, à 25 ans, si je disais non, je serais un fou. Bien sûr qu'il y a des portes de sortie, seulement oui, il va falloir les créer. Et c'est pour ça qu'il faut que vous écriviez, bon sang. Parce qu'on a besoin de créer des portes de sortie. Parce que l'art a toujours été ce qui trouvait les portes. Il y a une phrase de Joseph Campbell qu'il faut se répéter et se surrépéter. Si l'artiste ne trouve pas la voie est close et restera close. Mais c'est exactement ce qu'on doit faire. On va devoir trouver les chemins. Et on va devoir les inventer. Il va falloir que des hommes et des femmes courageuses passent devant avec une torche et disent non. Non, le monde n'est pas que mort. Oui, il est en train de mourir parce qu'il est en train de muter, parce qu'on arrive à une fin de règne, à une mutation, à une métamorphose. Et la chose a du mal à mourir et elle fait de la résistance. Et cette résistance s'appelle des crises, que ce soit les guerres, que ce soit les soubresauts politiques ridicules qu'on traverse. Mais l'Occident, en tant que grosse chose étrange, grosse chenille qui baveuse et obèse, a énormément de mal à accepter qu'elle doit mourir et rentrer dans son cocon, pour reprendre une métaphore qui vous avait bien plu. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? On doit penser l'après. Je pense que les artistes doivent devancer la mort, doivent accepter le fait que l'Occident est en train de mourir. Parce que tout le montre. Mais c'est pas mal. Je veux dire, des chenilles qui tiennent comme ça des siècles et des siècles. Mais à un moment, tout meurt, tout passe. La beauté comme la laideur, la souffrance comme la joie, l'amour comme le désespoir, l'Occident comme l'Orient. Et bon, tout ça, c'est des discussions sans fin, mais quel est le rôle de l'artiste là-dedans et de celui qui veut écrire, parce que c'est la question, écrire de la littérature qui plus est. Mais il doit voir derrière. Houellebecq, c'est bien mignon, mais Houellebecq, ça sauve personne. Ça vous donne une petite catharsis érotico-dépressive, c'est sympathique. Mais ça ne pense pas derrière, il n'y a aucune audace dans Houellebecq. Il y a une description d'hôpital, vous voyez. Moi, je pense qu'être un artiste, dans son plein potentiel, c'est penser la vie, mon Dieu. C'est aller plus loin que cette grande dépression qui est devenue la culture. Et oui, c'est difficile, parce que créer dans un sentiment négatif, dans, je dirais, un effondrement, qu'est-ce que c'est plus simple? Je pourrais vous en faire à l'appel des romans et des vidéos sur pourquoi le monde va mal. Et on aime ça. C'est celle où Internet, d'ailleurs, par sélection algorithmique, je dirais, dirige le plus de trafic. Vous savez ce qu'on fait avant de mourir? On se remémore tout ce qu'on a vécu dans nos vies. Je pense que l'Occident, depuis 3 siècles, avec justement, Internet, c'est un super outil pour mélanger tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a pensé, toute l'histoire, toutes les pensées, toute l'histoire des idées. On est en train de faire une rétrospective pré-fatale, si je peux le dire comme ça. Mais bien sûr que l'Occident est en train de mourir. Mais l'Occident, c'est pas juste une idée, c'est nos manières de penser. On arrive à des limites dans plein de choses. Et ce qu'on traverse en tant que... le mot crise de sens me paraît complètement vide de sens, donc il faudrait dire autre chose. Et j'aurais plein de trucs à vous proposer là-dessus. Mais c'est ce qu'on a appelé la crise de sens depuis le début du XXe siècle. Avec tous les auteurs qui ont suivi, c'est pas une crise de sens, c'est juste une agonie. Et ce sont les soubresauts ressentis individuellement de l'énorme pachyderme occidental qui est en train de sombrer. Et nous, on est dessus, voilà. Et c'est compliqué.
c'est compliqué parce qu'on ne peut pas se référer au passé, parce qu'on n'y croit jamais. C'est pour ça que les réactionnaires ont perdu d'avance, parce qu'eux-mêmes ne croient pas. Je veux dire, le retour en arrière, enfin, c'est une philosophie morte. C'est une bouée de sauvetage, c'est tout. Et mon Dieu, qu'est-ce que je l'ai expérimenté. Mais c'est avoir peur que de penser que la solution va venir du passé. Alors qu'au contraire, la posture de l'artiste, c'est un optimisme complètement béat et fou quant à l'avenir. Il faut une forme de désillusion permanente si on prétend créer dans notre siècle. Et là-dessus, sur cette posture-là, on a tout à inventer. Donc comment est-ce qu'on fait pour créer dans un charnier, pour danser sur un brasier en décomposition, quoi? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on danse dans les flammes d'une histoire qu'on nous avait dit être tout? J'ai pas la réponse encore. Mais c'est ce qui m'obsède. Et c'est ce que je pense, on sait toujours jamais si ce qu'on pense c'est une marotte ou une obsession ou une justesse, mais en tout cas c'est mon obsession du moment, c'est de dire comment est-ce qu'on pense ça? Comment est-ce que l'artiste fait pour être autre chose qu'un vulgaire commentateur de la mort, quoi, en fait, et de la dégénérescence, ou alors une forme de postmoderniste complètement déstructuré qui crée pour rien, qui n'a plus aucune impulsion de vie, qui constate, quoi. Comment est-ce qu'on trouve autre chose que ces deux postures, soit de jardinage ou de dessin pour enfants, ou de welbeckisation de l'esprit qui trouve une fascination morbide dans tout ce qui touche aux émotions négatives. Comment est-ce qu'on fait autre chose que ça? Comment est-ce qu'on sort de ce biais de négativité qui consiste à regarder avec envie tout ce qui était derrière alors qu'on devrait regarder en avant? Bah, bon courage, parce que c'est dans vos mains, à vous comme dans les miennes. Allez, une dernière. Dans votre vidéo sur l'enfer absurde et sur Camus, vous sembliez trouver la philosophie de l'absurde de Camus datée ou obsolète aujourd'hui. Est-ce que vous pouviez y revenir? Oui. Ça rejoint exactement ce qu'on disait, ça fait un pont, c'est bien. Le moment où Camus écrit son célèbre mythe de Sisyphe et où il propose toute cette réflexion sur l'absurde, les gens ont très très mal lu le mythe de Sisyphe. L'absurde n'est pas du tout une philosophie ou une réponse. Les gens ont lu le mythe de Sisyphe comme la possibilité de construire par l'action le sens de sa propre vie. C'est-à-dire, en gros, tout brûle, mais je peux décider que cette cendre est importante. Et je peux vouer ma vie à la protection de cette cendre et faire de cette cendre le sens du monde, en gros. Hein. Je peux créer le sens qu'a le monde. Parce que le monde est absurde. Et donc, dans la résignation de Sisyphe, dans l'acte perpétuel, je trouve dans ce mouvement le sens à donner aux choses, pour aller vite. Bon, je trouve que c'est le niveau 0 de la réponse à la question de la vie. Je ne peux pas le dire autrement. Si, je peux le dire autrement. Mais en gros, c'est ça. Camus était beaucoup plus malin que ce qu'on a fait de sa philosophie. Déjà, le mythe de Sisyphe, c'est pas une proposition philosophique, c'est une expérience de pensée. Camus commence son mythe de Sisyphe, non pas en disant « le monde est absurde », mais en disant tout l'inverse. Camus dit en substance « il existe une posture d'existence sur un fil qui s'appelle l'absurde, qui est extrêmement difficile à tenir. Parce que vivre sa vie dans l'absurde, sentir l'absurde, c'est pas juste avoir une petite crise nihiliste. Oh, il y a un petit lézard. Ah non, c'est une grenouille, juste ici. Bon, ce n'est pas du tout la même chose. L'absurde camusien, c'est une position presque impossible à tenir, il faut relire le début de son mythe de Sisyphe, qui consisterait à tenir un truc qui est entre le monde n'a pas de sens, il ne faut pas donner du sens aux choses. Enfin, même Camus le dit, c'est extrêmement difficile, c'est un travail d'intellectuel de vivre dans l'absurde. Et c'est une posture extrêmement désagréable, instable, humiliante, blessante. Et à partir de là, mais c'est une expérience de pensée, Camus dit l'absurde est très dur à trouver, mais il existe des êtres qui vivent cet absurde. Et alors il dit comment surmonte-t-on cet absurde? Eh bien dans l'action. D'accord. Le problème, c'est qu'aujourd'hui je ne pense pas
que la réponse soit dans l'absurde camusien. Je pense que notre véritable question est de voir que le monde autour de nous n'a évidemment rien d'absurde. Dire le monde est absurde, c'est vomir le monde. C'est une réaction de défense, c'est une incompréhension qui se réfugie dans ce mot d'absurde pour se protéger. Mais regardez autour de vous, le monde humain est absurde. Oui, ça je veux bien le croire. Le capitalisme libéral, notre façon de penser, de communiquer les uns avec les autres, notre absence radicale d'empathie, notre incompréhension les uns avec les autres, notre charge de ressentiment civilisationnel, tout ça est d'un niveau d'absurdité, effectivement, qui peut vous faire croire que le monde est absurde. Mais la nature, l'ordre de développement d'une planète composée essentiellement d'oxygène et d'azote jusqu'à Homo sapiens sapiens, en passant par l'explosion de nouveautés, au sens novelty en anglais, qu'est la vie, avec cette complexification permanente et inarrêtée de la vie, et ça n'a rien d'absurde. C'est même le contraire de l'absurde. La vie, le déroulé de la vie, le système des espèces, la place écologique des espèces, n'a rien d'absurde. Je veux dire, toute observation de la nature, en forêt par exemple, le fonctionnement de la symbiose des différentes espèces, la manière dont toutes ces choses fonctionnent, dont nous fonctionnons. Et si le monde était absurde, toutes ces choses s'emboîteraient pas à la perfection. Oui, l'homme pose la question de l'absurde. Pourquoi ? Parce que l'homme est la seule espèce qui a perdu sa fonction naturelle. Toutes les espèces ont une fonction dans l'ordre du vivant, servent à quelque chose, et jusqu'à preuve du contraire, l'homme est la seule espèce qui non seulement est capable de faire une crise existentielle, aucune espèce ne fait une crise existentielle à part nous. C'est-à-dire que l'absurde est un problème humain, typiquement humain. Et aucune espèce ne se pose la question de sa place dans l'environnement. Une salamandre sait à quoi elle sert. Enfin, elle ne le sait pas. C'est son instinct qui lui fait exprimer cette fonction. C'est la même chose pour des oiseaux, pour des requins, pour ce que vous voulez. L'être humain, par contre, pourquoi, on pourra en parler un jour, est la seule espèce qui est capable de se dire « mais j'ai la sensation d'être un peu sorti de la nature ». Et donc, il développe cette posture pathologique qui est l'absurde. Mais l'absurde n'est pas la condition du monde, c'est la condition de l'homme qui est perdu. Et la réponse camusienne me paraît de dire « bon, eh bien, poussons notre rocher », je dirais enfouissons-nous dans l'action, presque, si j'allais plus loin, dissocions de la grande question par la fuite dans le vivre et l'expérience, mais ça reste une fuite dissociative qui n'est pas très satisfaisante. La vraie question à poser, c'est à quoi sert l'humain ? À quoi est-ce qu'on sert ? Écologiquement, psychiquement, pourquoi est-ce qu'on peut penser ? Pourquoi est-ce qu'on peut parler ? Vers quoi est-ce qu'on va ? Et de proposer des réponses à ça, des belles réponses. Et là, d'un coup, l'absurde est balayé en un revers de main. Mais je sais que je le répète un petit peu souvent, mais qu'il est facile de prendre sa pathologie pour la nature et qui plus est pour la nature humaine. Qu'il est facile de dire « je vais mal, je me sens absurde, donc le monde est absurde. Donc je dois trouver une réponse à l'absurdité du monde. Et ça passe par la construction d'un système philosophique. » Non, je pense pas. Je pense que l'absurdité est une condition éminemment pathologique. Et que construire sur cette pathologie tout un système de raisonnement, c'est juste une manière de ne pas avoir à interroger le fond du problème, qui est « nous ne savons pas encore à quoi nous allons servir ». Je dis dans le déroulé de cette chose un peu étrange qu'est la nature. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. On a des suppositions. On peut faire des hypothèses, et c'est là qu'on crée. C'est là où l'artiste peut proposer des réponses, dans tous les sens, parce qu'il n'y a pas d'interdit à ce niveau-là. Proposer un milliard de réponses. Donc voilà sur Camus et sur son absurde sur cette vidéo-là. Mais je rajouterais que Camus, tout ce que je viens de dire, Camus était, je pense, parfaitement d'accord avec moi. Si on pouvait s'asseoir l'un en face de l'autre, je pense qu'on tomberait vite d'accord quand vous lisez, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo, mais Camus sur les noces ou sur l'été, mais Camus n'a jamais cru à son absurde. C'était une expérience de pensée, exactement comme indique le début de son livre, sur ce fil tendu. Mais Camus avait une sensation, c'était un poète, et comme n'importe quel poète, il comprend ces choses-là.
il peut pas penser l'homme absurde. On peut pas écrire de la poésie et penser l'homme absurde. Sinon, on n'écrit pas de la poésie, en fait. La poésie, c'est là où s'arrête le raisonnement circulaire de l'absurde. Parce que, en fait, voilà, que fait l'homme absurde? Ben, il pousse son caillou. Mais il sauve rien, il crée rien. Il se fuit dans l'action, tout au plus. Voilà, sur cette question sur Camus. Bon, je pense qu'on a fait un joli tour d'horizon. Fatalement, je savais que ça allait prendre du temps. Je savais que je pourrais pas traiter toutes les questions que vous m'avez laissées alors que j'avais déjà fait une petite sélection. En tout cas, j'espère que celles auxquelles j'ai pris le temps de répondre vous auront plu. J'espère aussi que le format vous aura parlé. C'est important pour moi d'avoir vos retours, c'est pas un joli mot, vos commentaires, vos avis, vos sensations, vos émotions sur ce format-là. Je pourrais, pourquoi pas, vous en proposer de temps en temps, si ça vous plaît, et dans la mesure où je m'en sens les capacités et l'espace aussi. Parce qu'Internet demande toujours plus. Et je pense que c'est important quand on se mêle à ces espaces de savoir le faire avec toujours en gardant une certaine distance pour pas s'épuiser. Mais voilà, je voulais me prêter au jeu et si ça vous plaît, on pourra le refaire. Vous me direz. J'ajoute, je fais 20 secondes de promo de fin de vidéo, mais si beaucoup des choses dont j'ai parlé ce soir, je les ai largement développées dans des conférences ou dans des épisodes bonus sur mon Patreon, au Cercle du Dolmen. Le Cercle, c'est un espace communautaire, on a un Discord, et vous pouvez, on est, je crois, un peu plus de 400. On parle de plein de tous ces sujets-là, mais on va beaucoup plus loin. Et puis même, il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans plein de directions différentes, sur plein de sujets différents. Il y a une très bonne, une très bonne ambiance sur ces espaces. Et donc, si vous voulez soit trouver des gens avec qui interagir, poser des questions, débattre ou passer du temps à discuter de choses et d'autres, ou également avoir accès à toutes mes confs, tous les podcasts que je vous poste, c'est vraiment l'endroit où vous pouvez aller. Ça coûte 10 € par mois, c'est sans engagement. Vous pouvez prendre mettre 10 € un mois et découvrir tout ce qu'il y a à découvrir en faisant en vous posant sur votre canapé et en écoutant les dizaines d'heures qui sont là-bas. Et puis, si c'est comme ça que vous voulez parcourir, c'est super bien. Moi, ça me permet de continuer à vivre de mes idées, de mes écritures et tout ça. Donc, c'est aussi un grand soutien que vous m'apportez. Et je prends ça très à cœur. Et d'ailleurs, je prends 2 minutes pour remercier les gens qui sont sur cet espace. Merci de votre présence, d'être là et de me permettre de continuer de faire ça à plein temps, ce qui est complètement formidable. Et j'espère l'honorer de la meilleure et de la plus sincère des façons. En tout cas, je fais ce que je crois être important. Tout en essayant de rester en vie. Voilà. Donc vraiment, passez au cercle sur Patreon si vous voulez découvrir tout ça. Récemment, je vous ai fait une série de vidéos. Je crois qu'on est à l'épisode 6, où je vous parle de ce que j'ai appelé la quête de l'âme. On parle de psychologie beaucoup. C'est très très riche. Il y a beaucoup de choses à intégrer comme données. Et si vous êtes dans un moment de vie où vous vous posez pas mal de questions et où vous avez besoin je dirais peut-être d'une torche dans la caverne, je crois que c'est un très bon espace. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous aura plu et on se dit à la prochaine.